bienvenue dans ma citadelle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Un point lecture vraiment très sympa parce qu'il y a beaucoup de lectures éclectiques mais elles ont été toutes assez formidables, de très belles surprises, de très bons moments passés entre ces lectures, donc j'ai vraiment hâte de vous en parler tout de suite. Je vais commencer par vous parler de Mon colloque d'enfer de Keiko Iwashita, publié chez Pika Éditions. Ceci est le tome 9, et comment vous dire que ce tome 9 a encore été une fois de plus un énorme coup de cœur. Dans cette histoire, nous suivons la jeune Miko qui est arrivée au sein d'une colocation parce que ses parents ont dû s'absenter chez sa grand-mère qui est malade. Donc en attendant, l'oncle de Miko possède un appartement où il y a diverses personnes qui vivent dedans, des personnes en qui il a confiance, une chambre était libre. Il a donc proposé à sa nièce d'aller loger dans cet appartement au sein de ses adultes afin qu'elle soit en sécurité et en même temps qu'elle puisse continuer à faire ses études. Dans cette colocation, nous avons des personnages qui sont tous très intéressants, très percutants, beaucoup d'humour, un climat familial, et en fait c'est là-dedans qu'on évolue. Ici, l'histoire est déjà bien avancée parce que nous sommes dans le tome 9, nous sommes dans un shoujo, donc forcément il y a une romance. La romance est entre deux protagonistes, je peux vous le dire parce qu'on s'en doute dès le premier opus. Il s'agit de Matsunaga et de Miko. Matsunaga est l'homme le plus âgé de la colocation, il a un travail bien aguerri, il est caractériel. Miko va être admirative devant lui, mais Matsunaga il a un comportement assez protecteur et paternel envers cette jeune femme. J'avais peur que le manga s'essouffle au bout du nombre de tomes, mais étonnement non, pas du tout. Le manga ne s'essouffle pas, le manga est très fun, le manga est très touchant. Il y a cette petite piqûre qui fait que on ne s'intéresse pas à deux personnages en particulier, on s'intéresse à tout le panel de personnages qu'il y a au sein de cette colocation. L'histoire, elle est fraîche, elle est mignonne, elle est intrigante. La façon dont la mignonnerie est mise en avant, elle tient en haleine. Personnellement, je suis subjuguée. Les graphismes sont très simplistes. Je sais pas trop comment vous montrer ici parce que je ne veux pas vous spoiler, mais je vous montre vraiment vite fait. Donc nous avons un graphisme très simple, tout ce qui est plus banal, mais les sentiments ressortent. Et ce qui en ressort le plus, c'est la douceur, c'est la mignonitude de ce manga qui personnellement me réchauffe le cœur à chaque fois, ce manga qui m'emplit de joie, ce manga qui me donne l'impression d'être enveloppé d'un nuage de coton, et je suis sûre que dès que je lis quelques pages de ce manga, si j'ai un petit coup de mou dans la journée, il me rebooste immédiatement. C'est un manga plein d'innocence, et cette innocence, elle fait un bien fou. Cette innocence, elle vous immerge dans un monde de bisounours, et autant dire que par moments, être dans un monde de bisounours, ça fait du bien. J'ai adoré la dynamique que prend ce tome 9. Ce tome 9 prend une nouvelle tournure, une tournure qui va donner du peps à la suite de l'histoire. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que Keiko Iwashita nous a réservé pour le tome 10 de Mon colloque d'enfer. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien tout ce qui touche à l'historique. Encore plus quand c'est un petit peu sanglant. Et c'est pour cela que j'ai été heureuse de recevoir en service presse le 5e et dernier tome de la saga Les héritiers de Casteldark de J.C. Stedier. Ici, nous allons retrouver pour la dernière fois les descendants des familles Kane et de Percival. Ces descendants qui sont maudits, ces descendants qui n'ont pas une vie joyeuse, mais qui pourtant sont attachants, sont prenants et évoluent au 15e siècle, si je vous dis pas de bêtises. Donc le 15e siècle, c'est quand même pas tout rose dans notre histoire, et c'était vraiment passionnant. Alors bien entendu, on retrouve quand même quelques personnages du premier tome de cette saga, et ces personnages, je les aime et je les apprécie toujours autant. À travers cette saga, nous vivons une épopée incroyable au sein d'une famille et de sa descendance. L'ensemble est enrichi par le contexte historique. On sent
que JC, elle sait de quoi elle parle. Elle est passionnée de l'univers qu'elle nous met en place. On suit les avancées et les problèmes historiques de l'époque. On retrouve des noms connus de notre histoire, tout simplement, avec les complots qui avaient lieu, les batailles, et ce qui oppose par exemple la France et l'Angleterre. Nous avons vraiment une richesse. Et c'est cette richesse et le champ lexical qui est adapté qui vous immerge totalement dans l'histoire de J.C. Stenier. En même temps, pour ceux qui ne lisent pas énormément d'historique, je trouve que cette saga est très abordable. Elle est très abordable parce que nos personnages, ils ont ce petit côté moderne. Et c'est vraiment ce petit côté moderne dans cette ambiance historique qui personnellement a su me captiver. Nous avons des femmes qui sont assez libres pour l'époque, parce qu'on attendait des mariages d'elles, on attendait à ce qu'elles soient en tout point parfaites, et nous avons des personnages qui contrastent dans cette histoire. Comment vous expliquer sans trop vous spoiler ? Dans le premier tome de cette saga, nous suivons les jeunes femmes de la famille de Percival qui doivent se marier, rencontrer et devenir des jeunes femmes, tout simplement ce qu'il y a de plus convenable pour l'époque. Mais il y a la femme qui veut être parfaite, qui veut tout plaire en point à son mari, tout ça. Nous avons une jeune femme qui n'a pas la langue pendue dans sa poche, qui est revêche, qui a une intelligence peu commune. Nous avons une autre jeune femme qui a un caractère totalement différent. Et toutes ces femmes-là, ensemble, elles ont une force. Et on voit que réellement, elles mènent vraiment leur monde au bout du nez. Et en fait, tous ces caractères vont se développer avec leur descendance. Il y a un soutien familial et en même temps, même les hommes de cette famille sont modernes par rapport aux autres familles que l'on croise dans le contexte de l'histoire. Et j'ai aimé ces femmes qui veulent leur liberté. Ces femmes qui ne veulent pas se laisser maltraiter par un homme. Ces femmes qui veulent avoir leur commerce, ces femmes qui cherchent autre chose que d'être simplement des figurantes de la noblesse et qui servent un petit peu de potiche. Ces femmes qui ont une intelligence exquise. Par exemple, il y a une protagoniste que j'ai adorée dans ce dernier tome, une protagoniste que l'on a vue que récemment, qu'on n'a pas vue au début de la saga, qui a su me captiver. Elle a su me captiver parce que elle est d'une intelligence hors du commun. Elle n'est pas spécialement une femme qu'on qualifierait de belle. C'est une femme que le monde repousse. Le monde ne l'accepte pas. Et pourtant, j'ai aimé sa façon d'être parce qu'elle va être auprès d'un homme. Cet homme croit que c'est tout lui qui gère au sein du domaine, au sein de tout ce qui l'entoure. Mais non, cette femme, elle fait tout en petit catimini en fait. Elle va faire les choses avec discrétion et elle va montrer qu'elle n'est pas plus bête qu'un homme, au contraire. Et son conjoint va mettre longtemps à comprendre un petit peu l'évolution de cette jeune femme, le fait que dans ses affaires, elle intervient plus qu'il le croit et ça m'a fait sourire. Et en même temps, j'ai été heureuse de retrouver des personnages que j'avais adorés comme Élise. Je ne développerai pas sur les personnages que l'on a déjà vus pour pas vous spoiler, mais c'est une saga qui est vraiment intéressante, qui est prenante. Nous avons vraiment des choses qui sont déchirantes. Nous avons cette histoire qui mêle de l'action, de l'horreur, mais qui allie des petits complots et qui met en avant tout ce qui touche aux liens familiaux. Moi j'adore vraiment tout l'ensemble de cette histoire qui garde une cohérence malgré le nombre de tomes, qui met en avant l'histoire, qui nous fait vivre dans un monde de noblesse. Je pense que beaucoup d'entre nous ont rêvé de voir un petit peu comment ça se passait à l'époque et moi ça me passionne. De plus ici nous avons une narration omnisciente qui intensifie le récit, qui intensifie ce qu'on peut ressentir au niveau de tous les personnages tout simplement parce que JC elle nous met dans la tête de tout le monde. Et je trouve ça passionnant d'être dans la tête de tout le monde, mais sans avoir du jeu tout le temps. Et ça me change totalement des romans que j'ai l'habitude de lire, puisque la majorité sont écrits à la première personne. Et qu'est-ce que j'apprécie de voir une narration à la troisième personne, avec toutes les pensées des protagonistes qui sont mises en avant. Je crois que je vais m'arrêter là, parce que je pourrais encore parler un long moment de la saga de JC, si j'y pense. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'y ai
pas pensé et que vous voulez en savoir plus sur la saga, je vous mettrai en petit i le lien d'une vidéo où je parle un peu plus en détail de cette saga. Cela pourrait peut-être vous intéresser. J'ai lu mon premier livre en version originale anglaise. Il s'agit de Heartstopper de Alice Oseman. Donc autant dire que c'était un défi pour moi parce que j'avais fait un petit article, un petit post sur les réseaux sociaux. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû le voir passer. Si vous ne me suivez pas, n'hésitez pas à me suivre puisque je suis très réactive et très présente sur ce réseau social. Et donc si vous voulez discuter, c'en est d'autant plus facile. Donc j'ai lu ce premier tome et donc je ne suis vraiment pas très à l'aise avec l'anglais. Mais grâce à une vidéo de Solène de Livre-moi Addict, je vous recommande d'ailleurs sa chaîne. Allez la voir, elle est géniale. Elle a fait une vidéo pour nous faire débuter en VO. Et elle conseillait de commencer par ce roman graphique. Ce roman graphique qui allie dialogue et dessin. Et les dialogues, il y en a vraiment très peu comme vous pouvez le constater. Ce qui fait que quand on débute en anglais, on n'est pas immergé par une tonne d'informations, une tonne de phrases. Et on peut s'appuyer sur le graphisme pour s'aider à comprendre le contexte de l'histoire. Si j'ai pas tout compris le vocabulaire mentionné dans cette histoire, j'ai compris l'ensemble et le contexte de cette histoire et c'est vraiment très beau. Dans cette histoire, nous allons suivre Nick et Charlie, deux jeunes garçons au lycée qui sont aux antipodes. L'un est plutôt intelligent, assez retranché dans son coin et l'autre est très sportif. Ils n'ont pas du tout les mêmes fréquentations, les mêmes loisirs et pourtant on n'aurait pas pu prédire que tout allait les rapprocher. Nous suivons ces deux personnages qui vont tout d'abord créer une amitié profonde, une amitié touchante. Ces deux personnages qui vont se rapprocher et l'amitié va devenir bien plus que cela. Nous allons suivre du coup ces jeunes garçons qui vont se poser des questions sur leur identité sexuelle, sur comment aborder l'autre, sur comment avouer à l'autre qu'on a des sentiments pour lui et en même temps qui vont devoir faire face au regard des autres. Et j'ai vraiment aimé cette ambiance qui relate parfaitement ce que de jeunes adolescents qui se posent des questions sur eux-mêmes pourraient ressentir. Je pense que toutes les personnes qui ont une attirance pour quelqu'un du sexe opposé ou qui se posent des questions sur leur propre identité sexuelle sans forcément être attirées par une personne du sexe opposé peuvent se retrouver dans ce roman et ça peut être d'une grande aide d'avoir quelque chose de mis en avant avec une extrême pédagogie. J'ai aimé la simplicité avec laquelle Alice Oseman met cette relation en avant. Je trouve que cette histoire est belle. Je trouve que cette histoire est à mettre entre les mains de tout jeune adolescent parce que c'est aussi une histoire qui va parler d'acceptation. Une histoire qui va parler de diversité et je trouve cela très important. Seul petit truc qui ne m'a pas captivé dans ce roman graphique, ce sont les graphismes assez simplistes. Au début, je trouvais qu'ils ne reflétaient pas forcément l'émotion des protagonistes comme je l'aurais voulu. Et puis, en fait, si, l'émotion est là, mais je ne suis vraiment pas fan du style graphique. Mais là, c'est propre à moi-même. Je peux vous montrer quelques pages afin que vous voyez vous si le style graphique vous sied ou pas du tout. Pour conclure, lisez Heartstopper. On va passer à un registre un petit peu moins mignon. Oui, beaucoup moins mignon. Parce que je vais vous parler des Brumes affamées de Don Curtagish, publié chez les éditions du Chat Noir. Ici, nous allons suivre trois femmes d'une époque totalement différente. Ces trois femmes, elles ont un lien. Elles sont reliées à Milhouse. Alors, nous allons suivre, excusez-moi, je regarde les prénoms, Zoé. Zoé, qui est une jeune femme vivant à notre époque. Elle est obsédée par ses ruines. Pourquoi? Parce que son père a d'étranges pertes de mémoire et que ces pertes de mémoire pourraient être reliées à Milhouse. Donc elle va aller enquêter et essayer de comprendre pourquoi son père a perdu tous ses souvenirs et quel est le lien avec ces ruines auxquelles elle va assister en direct, tout en secret parce que oui, sa mère n'est pas au courant. Zoé a en quelque sorte fugué pour trouver ses réponses. Et en même temps, nous serons en 1851. En 1851, nous allons suivre Rowan. Rowan est le personnage que nous allons suivre vraiment tout du long de cette histoire. Rowan vient de perdre son paternel. Rowan va être
la pupille du propriétaire de Milhouse. Elle va y emménager, mais de multitudes de choses assez mystérieuses et sombres vont se développer à Milhouse. Il va y avoir beaucoup de questionnements et Rowan va apprendre énormément d'informations sur elle, mais aussi sur sa famille. En parallèle, nous allons avoir des petites bribes d'informations de Hermione. Hermione qui est une pionnière de Milhouse parce que nous serons en 1583. Hermione vient de se marier et elle et son mari vont partir sur les terres sauvages du pays de Galles. Ensemble, ils vont construire une demeure. Cette demeure, vous devinez quelle sera Milhouse, et son mari est obsédé par la construction d'un moulin à eau. Et c'est tout ce que nous savons a priori sur ce personnage. Ici, j'ai adoré ce livre qui est assez angoissant, déstabilisant, perturbant. Pourquoi ? Parce que l'ambiance est assez macabre, est assez glauque. On peut pas dire qu'il y ait des scènes vraiment très gore, qu'il y ait des scènes choquantes. Non, pas du tout. Mais la façon dont c'est mis en avant, la narration, la mise en page, tout est fait pour que le contexte soit angoissant. Nous avons des mises en page très originales. Je vais essayer de vous en montrer un maximum. Je vous le montre de loin parce que je ne veux pas vous spoiler les écrits. Mais vous voyez, nous avons une mise en page très agréable, très différente, avec une typographie qui est modifiée à chaque instant. Rowan est le personnage qui est mis en avant de la façon la plus simple et connue, de la façon habituelle. Zoé, elle, on va la voir à travers des articles qu'elle va trouver, des extraits de journaux intimes, mais aussi des lettres qu'elle va écrire à sa famille. Et Hermione est le personnage le plus mystérieux. Nous n'avons que quelques pages la concernant. Ces pages sont des écrits d'un espèce de journal intime, si je puis dire comme ça, un petit journal de bord. Et c'est le personnage le plus mystérieux de l'histoire. Apparemment, ces trois femmes sont reliées. Elles sont reliées par un pacte qui est inconnu. Et une personne pourrait bien continuer de vivre à travers toutes les époques. Donc autant vous dire que cette histoire est très angoissante et très perturbante. La diversité des narrations est pour le moins très originale. Chaque situation mise en avant dans ce roman est inquiétante. Travaille, titille l'imagination. Pour la peureuse que je suis, je peux vous dire que j'ai dû faire de nombreuses pauses dans ma lecture et pourtant cette lecture m'a sorti de ma zone de confort et je suis très heureuse de l'avoir découverte. Je ne vous en dirai pas plus. Pourquoi ? Parce que c'est tout l'intérêt de découvrir ce livre. Moi, franchement, ce que j'ai aimé dans cette lecture, c'est le mystère qui entoure vraiment toute l'histoire. Et s'il vous tente, je ne voudrais pas vous le gâcher. Bon, on va passer à un petit contexte plus joyeux, plus comique, avec Hot Neighbor de Axel Vega, publié chez Cherry Publishing. Ce roman, je vous l'accorde, a une couverture totalement affreuse. Mais l'histoire m'a beaucoup plu. Je l'ai trouvée très originale. Nous sommes dans un couple déjà installé de longue date. Déjà moi, ça me tente. Ça change un petit peu des rencontres que l'on peut voir en romance avec le scénario bientôt. Mais ce couple, il est en train de couler. Ce couple, rien ne va plus. Nous allons suivre Camille et Nicolas. Camille ne supporte plus Nicolas. Nicolas est crasseux. Nicolas est toujours devant la télé. Nicolas ne fait pas attention à elle. Nicolas est bordélique. Bref, elle ne supporte plus rien chez lui. Nicolas se laisse aller, tient leur relation pour acquis. Camille, elle en a marre de tout ça. Elle veut plus tout ça. Camille, elle veut un homme qui soit présent. Un homme qui fasse des efforts, qu'importe le moment et le nombre d'années qu'ils sont ensemble. Camille, elle veut se retrouver. Et elle veut retrouver cette petite flamme qu'il y avait. Mais avec Nicolas, c'est plus possible. Elle va lui dire que c'est terminé. Nicolas ne va pas accepter la fin de cette relation. Nicolas va tout faire pour récupérer Camille. Mais pour cela, ils vont devoir mettre fin à leur relation. Nicolas va faire traîner les choses en mettant du temps à trouver un nouveau logement. Donc, la cohabitation entre Nicolas et Camille va s'avérer très difficile. Cependant, quelque chose va venir bouleverser toute l'équation. Un nouveau voisin va arriver et emménager pas très loin. Ce nouveau voisin a une histoire lui aussi très profonde, très touchante. Et il a su énormément me toucher. Ce roman, il est frais,
il est hilarant et en même temps il fait réfléchir. Parce que on a tendance à tenir énormément de choses pour acquis dans la vie. On a l'impression qu'une fois qu'on a obtenu ce que l'on voulait, ben les choses vont se la couler douce, mais non. Tout doit s'entretenir et ce roman fait réfléchir sur ce sujet. Ce roman, c'est l'histoire d'un amour assez malsain entre deux protagonistes parce que même si Camille et Nicolas ils ont rompu, les sentiments ne s'évaporent pas comme ça et ils vont se faire des crasses les plus horribles les unes que les autres. Ils vont se faire vivre un enfer mutuel. Et autant dire que si c'est malsain, moi, ça m'a beaucoup fait rire. Ça m'a fait rire parce que c'est mis en avant de manière très comique et pourtant on sent que malgré toute la douleur qu'ils ressentent, malgré les crasses qui se font, il y a quand même un attachement assez profond entre Camille et Nicolas. Mais cette histoire d'amour n'est pas qu'une histoire d'amour. C'est une histoire d'amitié, c'est une histoire de vie, c'est une histoire de recherche de soi, de savoir qui on est, de savoir ce que l'on veut, de savoir ce que l'on attend de la vie tout simplement. Parce que être en couple n'est pas simplement vivre et aimer une personne, c'est avoir des projets communs, c'est vivre ensemble, c'est partager. Et ça fait énormément réfléchir là-dessus. Axel Vega, elle a su m'emporter à travers cette narration qui est plaisante, cette narration qui vous envoie dans une bulle de bonheur et en même temps qui sait vous relâcher d'un coup pour vous dire « Fais attention, méfie-toi, tout n'est pas tout rose ». Les personnages, je les ai tous trouvés attachants. J'ai adoré la multitude de points de vue qu'on a dans cette histoire, parce que nous n'avons pas que le point de vue de Nicolas et de Camille, nous avons d'autres points de vue. Bien entendu, le point de vue de Camille est celui qui est le plus mis en avant, mais la multitude de points de vue créés dans cette histoire nous crée une petite dose de suspense. Bon, juste une petite dose, parce que vous vous doutez bien que c'est une romance et que généralement on devine facilement la fin de ce type d'histoire. Bref, vous voulez une lecture un peu plus légère, une lecture qui va vous faire sourire, mais en même temps qui va stimuler quelques réflexions en vous, qui va vous interroger sur votre propre vie. Je peux que vous le conseiller dans ce cas-là parce que pour moi, ça a été un énorme coup de cœur. On va passer à des lectures graphiques. Oui, des lectures graphiques qui m'ont beaucoup plu. Avec Princesse Sarah, le tome 7 de Audrey Alouette, Nora Moretti, Duclos, Bocato. Bref, je ne vais pas vous faire un résumé de cette bande dessinée. Pourquoi? Bah parce que je pense que j'en parle assez régulièrement sur la chaîne. Vous avez énormément de vidéos où je mentionne Princesse Sarah. Et pour ceux qui regardent mes vidéos régulièrement, je pense que le speech principal doit vous rester en tête. Si ce n'est pas le cas, le lien de la bande dessinée est en barre de description et donc vous pouvez cliquer dessus afin d'avoir les informations nécessaires pour comprendre le sujet de cette histoire. Je vais donc juste aborder mon ressenti face à cet album. Cet album qui, encore une fois de plus, su me transporter, qui a encore été une fois un coup de cœur. Oui, je vous ai dit, dans ce point lecture, nous avons que de très très bonnes lectures. J'ai adoré cette histoire. J'ai adoré cette histoire parce que cette bande dessinée reprend du peps. Nous sommes toujours en Inde, là, avec Sarah. Et Sarah a toujours les mêmes problèmes que dans les tomes précédents. Parce que oui, la bande dessinée ne fait que 50 pages, donc de 50 pages en 50 pages. Forcément, on fait pas d'énormes bonds dans l'histoire, mais j'ai adoré parce que nous avons ce personnage-là. Ce personnage-là qui était très présent dans la première partie de la bande dessinée Princesse Sarah, c'est-à-dire les 4 premiers tomes. Si vous connaissez l'histoire, vous savez que on ne l'aime pas trop. On ne l'aime pas trop, non. Ça le fait pas. Pourtant, ici, j'ai eu une vision totalement différente de ce protagoniste. Lavinia a su me surprendre. Lavinia est toujours une peste. Ça ne change pas. Mais Lavinia, c'est une jeune femme beaucoup plus profonde qu'on pourrait le croire au premier abord. Son histoire a su me bouleverser. La famille dans laquelle elle évolue m'a totalement insupportée et explique en partie son comportement. En partie parce que même si on n'a pas forcément une famille idéale, on peut toujours choisir qui on est. Et Lavinia, je pense qu'elle prend conscience de certaines choses. Lavinia et Sarah ont eu des interactions qui ont su me captiver, qui ont su piquer ma curiosité, qui ont su m'intriguer, qui ont su me tenir en haleine.
J'ai vraiment beaucoup aimé tout ce qui regorgeait de cette relation qui a pris une tournure qui était passionnante. De plus, dans les nouveaux tomes de cette bande dessinée, nous avons un panel concernant la noblesse, les personnes qui la composent, dont certaines femmes de la noblesse. Ces femmes de la noblesse, si vous avez lu les tomes précédemment, vous savez qu'on ne les aime pas particulièrement. Non. Mais les façades se révèlent. Leur comportement, leur personnalité, leur côté vicieux prend un tout autre sens. Et ça m'a fait rire. Ça m'a énormément fait rire. Et en même temps, ça m'a exaspéré parce que c'était cliché. Mais j'ai aimé que Sarah sorte de ces clichés. Sarah relève le niveau. Sarah donne une toute autre vision de ce qu'il en ressort. Il y a certaines choses qui font réagir. Parce que dans cet ensemble, nous voyons la place de l'homme, nous voyons la place de la femme. Et honnêtement, nous sommes vraiment dans des anciens mœurs qui ne laissent pas insensibles. Bref, je ne vais pas développer sur cette bande dessinée parce que je me rends compte qu'il est très difficile de vous en parler sans parler de l'ensemble des tomes que j'ai lus précédemment. Mais c'est une bande dessinée qui sait me captiver, qui montre des clichés tout en les critiquant, tout en les cassant. Et les illustrations sont juste sublimes. Je suis emportée, je suis conquise. Et j'aime Princesse Sarah. Je vais vous parler d'un roman graphique pour le moins déstabilisant. Déstabilisant dans le sens que je ne savais pas dans quoi je me lançais. Et j'ai été captivée. C'est mon tout premier Margot Motin avec Le printemps suivant, le premier tome Vent lointain publié chez Casterman. Sur ce tome, j'ai vu des avis très différents, des avis plutôt négatifs, des avis plutôt positifs. Moi, je ne savais pas à quoi m'attendre. C'est mon premier livre de cet auteur, et cet auteur, il paraît qu'elle est connue pour sa plume décalée, cet humour. Cet humour qui se trouve à travers cette œuvre autobiographique qui est un petit peu exagérée. Ici, nous suivons Margot qui s'est mise en couple, qui a refait sa vie. Elle a une fille et une belle-fille. Donc nous suivons leur installation, nous suivons leur vie à deux. Mais refaire sa vie avec quelqu'un d'autre, s'adapter à la façon d'être de chacun n'est pas facile. Margot a un caractère assez tyrannique, dans le sens qu'elle aime tout maîtriser. Elle aime que tout soit fait comme elle veut. Elle ne laisse pas forcément de libre arbitre aux autres. Paco, son conjoint, lui, est plutôt tout l'inverse. Il est plutôt du genre compréhensif, du genre à prendre des choses à la cool. Ça ne veut pas dire qu'il ne participe pas à la maison, attention, bien au contraire. Mais Margot ne le laisse pas faire toutes les tâches parce que elle a peur que ce ne soit pas fait comme il faut que ce soit fait. Et en même temps, s'il le fait pas, il va se prendre des reproches. J'ai adoré cette bande dessinée parce que j'ai retrouvé une part de ma vie personnelle à travers cet album. Bien entendu, c'est pas autant tyrambiqué que ici, mais je pense que dans chaque couple, on retrouve une part de soi. Et c'est vrai qu'on a beau critiquer certains aspects, on a tous certains travers qu'il faut peut-être... gommer, effacer, faire des efforts au quotidien si on veut qu'une relation marche. Et là, clairement, ce n'est pas le cas. Et le personnage va avoir du mal à réaliser que son comportement n'est pas idéal. Et j'ai adoré toutes les valeurs qui sont mises en avant, et toujours avec cet humour décalé, cet humour qui montre des situations dramatiques, mais qui ne vous mettent pas dans un état dévastateur. Bien au contraire, l'histoire est fraîche. L'histoire se lit toute seule. Je l'ai acheté sans savoir dans quoi je me lançais. Je l'ai vu, il m'a tenté, je l'ai pris. J'ai commencé à le lire en voiture. Je l'ai posé, j'ai fait ce que j'avais à faire à la maison. Et le soir, il était terminé. Parce que j'ai adoré ce personnage féminin, exigeant, caricatural et tout simplement infernal. Pourtant, je me suis attachée à elle. Je me suis reconnue dans certaines facettes de sa personnalité. J'ai aussi reconnu mon conjoint dans certaines façades de la personnalité de ce conjoint-là. Ça m'a fait réfléchir et en même temps, ça m'a fait sourire. J'ai aimé le fait qu'on nous montre les défauts et les qualités de chacun, que ce soit mis en avant et que on nous montre que rien n'est acquis, qu'il faut toujours travailler sur soi afin d'avoir une vie plus paisible, qu'il est important de prendre en compte les réflexions de l'autre, les pensées, les envies
et le respect en fait mutuel de l'autre dans le couple, parce que oui, c'est important. Ce premier livre de Margot Motin est pour moi une belle découverte. De plus, le graphisme est assez simple. Le graphisme est très simple mais très parlant et j'ai adoré cela. J'essaie de vous montrer un petit peu quelques planches afin de vous montrer un petit peu dans quoi on se lance, mais franchement j'ai trouvé ça très très drôle. Nous avons des espèces de chapitres dans ce tome, c'est-à-dire que par exemple, je vais essayer de vous montrer ici, c'est au commencement, donc on assiste à l'emménagement de nos personnages. Nous la voyons faire un petit peu le ménage, nous voyons l'installation avec les déménageurs, nous allons voir son conjoint arriver et ranger leur maison, sauf que les conflits commencent à ce moment-là. Ensuite, nous allons les voir avec leurs enfants et dans plein d'autres façades de la vie quotidienne. Et c'était génial, c'était un super moment passé en compagnie de Margot Motin. Et j'ai vraiment qu'une envie, découvrir ses autres œuvres parce que j'ai été agréablement surprise, même si ça diffère de mes lectures habituelles. Voilà, ce sera tout pour cette update lecture. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, ce que vous en avez pensé. Si vous les avez pas lus, dites-moi s'il y en a un ou deux qui vous intriguent parmi cette sélection. L'espace des commentaires est fait justement pour que l'on en discute tous ensemble. Pour moi, c'est un plaisir de papoter avec vous, c'est un plaisir de vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à partager aussi également la vidéo. Ça m'aide vraiment à produire du contenu, ça permet de référencer les vidéos et puis c'est très encourageant pour la chaîne. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!